entend en permanence la boule européenne pour faire avancer l'Europe. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur, mais c'est un avenir qui sera meilleur pour nos enfants. Du lundi au vendredi de 17h à 19h, Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Nantes. Bienvenue en ce mardi 16 janvier 2018 dans On n'est pas sorti de l'Europe. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h comme tous les jours de la semaine. Mais aujourd'hui, un format un petit peu particulier d'émission. Jusqu'à 18h, nous serons en compagnie d'Enrico Letta. Il sera notre grand invité du jour. Juste après, nous retrouverons l'ensemble de nos rubriques habituelles. Le journal local européen, le journal des institutions, le journal des États membres, la revue de presse et l'édito bien évidemment. Mais tout de suite, place à notre invité. Radio Nantes le dit haut et fort, on n'est pas sorti de l'Europe. On n'est pas sorti de l'Europe. Bonjour Enrico Letta, merci d'être avec nous ce soir et bienvenue dans cette émission. Alors je le disais il y a quelques instants, nous allons partager les 45 prochaines minutes ensemble. Autour de la table, l'ensemble de la rédaction européenne est réunie. On commence avec ma consoeur française Marion Desrochelles. Bonjour Marion. Bonjour Simon. Celle qui fera bientôt le grand saut hors d'Europe, la britannique Verity Crane. Bonjour Verity. Good evening or goodbye, should I say. Elle incarne l'ardre et la rigueur allemande dans cette rédaction. La preuve que c'est pas tout à fait un mythe. Bonjour Linda Grothold. Guten Abend. Et puis vos compatriotes, Enrico Letta, les Italiennes Laetitia Chetta. Bonjour Laetitia. Buongiorno. Et Melissa Colucci. Bonjour Melissa. Buongiorno Simon. Alors pour débuter, Enrico Letta, je vous propose qu'on essaye de cerner un petit peu votre personnage. Laetitia Chetta et Melissa Colucci nous dressent votre portrait. Le parcours de vie d'Enrico Letta ne décrit pas simplement l'histoire d'un politicien italien, notamment l'un des derniers présidents du Conseil des ministres en Italie, c'est avant tout l'histoire d'un intellectuel européen. Né à Pise en 1966, Enrico Letta passe une grande partie de son enfance en France, à Strasbourg, ville qui marque un passage décisif dans sa vie, dit-il. Il y fait sa scolarité obligatoire pour après revenir en Italie où il terminera sa formation. Dans sa ville natale, il obtient son diplôme en droit international à l'université de Pisa pour se spécialiser juste après en droit des communautés européennes à l'école supérieure de Sant'Anna. Le vrai tournant dans sa carrière politique commence lors de ses 24 ans quand il rencontre l'économiste et homme politique italien Beniamino Andreatta, figure centrale de la politique italienne des années 60 jusqu'aux années 90. Il m'a transmis la conviction que l'Europe représentait pour l'Italie le repère essentiel, écrit-il dans son dernier livre. En suivant Beniamino Andreatta, Enrico Letta commence sa carrière politique caractérisée par une évolution surprenante. Les années 90 sont marquées par plusieurs succès. Tout d'abord, son élection à 25 ans en tant que président de jeunes du Parti populaire européen, Elle démocrate chrétienne. En 1996, il devient secrétaire général du Comité Euro au ministère des Trésors, fonction à laquelle il renonce au bout d'un an lorsqu'il est nommé vice-secrétaire du Parti populaire italien. À seulement 32 ans, il devient le ministre le plus jeune dans l'histoire de la politique italienne en qualité de ministre pour les politiques communautaires. Un an après, il est promu ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Aux élections européennes de juin 2004, il est élu député européen, membre de l'ALDE, poste qu'il occupera jusqu'en 2006, moment où il devient sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres auprès de Romano Prodi. Son apogée arrive en 2013 quand il devient président du Conseil des ministres en Italie. Toujours engagé autant au niveau politique qu'intellectuel, Enrico Letta écrit dans ces années différents livres dont les sujets principaux restent sa passion pour l'Europe. On peut rappeler Passage à nord-est de l'Unione Europea tra geometrie variabili, Passage à nord-est de l'Union Européenne entre géométrie variable, publié en 1994, ou Euro sì morire per Maastricht, ou oui, pour l'euro, mourir pour Maastricht, publié en 1997, ou encore Dialogue intorno all'Europa, dialogue autour de l'Europe de 2002. Une activité littéraire, celle-ci, qu'il a toujours accompagnée jusqu'au dernier livre dont on parlera beaucoup aujourd'hui, Faire l'Europe dans un monde brut, réalisé en collaboration avec Sébastien Mayer. En cohérence avec son européisme multilingue et parfaitement francophone, Enrico Letta fonde en 2003 avec Guillaume Clossa le think tank européen Europa Nuova, dont il assure la présidence du conseil scientifique jusqu'en 2010. La carrière politique d'Enrico Letta se termine il y a 3 ans lors de sa démission du Parlement italien. Ce sera en s'engageant dans l'éducation et dans le monde universitaire qu'Enrico Letta continuera d'être actif. Il dirige notamment l'école des affaires internationales des Sciences Po depuis le 1er septembre 2015 et il préside également l'Institut Jacques Delors.
Eric Colette écrit « J'ai vraiment appris après 2 années passées parmi les étudiants de Sciences Po que je ne détenais pas la vérité et que la chercher ensemble était le voyage le plus initiatique, le seul qui donne son vrai sens à la vie. » Ce sont les mots finaux de l'introduction à son livre « Faire l'Europe dans un monde de brut » dédié à un autre de ses modèles, Jacques Delors, qui avec l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl a politiquement changé son existence. Eric Colette, vous êtes particulièrement attaché à ces 2 hommes politiques qu'on vient de citer, Jacques Delors et Helmut Kohl. Et dans votre livre, vous écrivez que ces hommes ont su tirer à partir des bouleversements de la fin de la guerre froide une énergie positive, bénéfique à toute l'Europe. Aujourd'hui, on assiste à de nouveaux bouleversements et avec ce livre, vous nous invitez à faire le même, à retrouver une énergie positive, à retrouver l'Europe à nous-mêmes. Alors cette Europe en nous-mêmes, elle peut peut-être avoir un certain côté bricolage, je le dis avec beaucoup d'affection. À la page 71, Monsieur l'État, vous nous expliquez, et je vous cite, « Jacques Delors nous a appris à proclamer les valeurs les plus nobles avec un tournevis à la main. » C'est-à-dire avec un tournevis à la main? Ça veut dire qu'il est absolument nécessaire de vivre la politique toujours en sachant qu'il faut parler des grandes valeurs, mais qu'il faut aussi résoudre les problèmes. Si on parle seulement de grandes valeurs sans que les problèmes concrets de la vie quotidienne aient une solution, les gens ne vont à la fin pas vous croire. Et si la politique c'est seulement le tournevis, c'est-à-dire la technique de petits changements, sans qu'il y ait une vision, la grande vision d'ensemble, tout ça ne va avoir aucun sens. Ça, c'est un peu le message qu'un grand homme, un grand Européen, vraiment j'ai de la chance aujourd'hui à travailler avec lui. Il a de l'âge, mais il est toujours lucide, actif, et il a un esprit européen fantastique. Je parle de Jacques Delors. Et c'est un peu l'homme qui a toujours incarné cette idée de mêler le tournevis et les valeurs. Et c'est un peu ce que je pense les jeunes aujourd'hui doivent apprendre, parce qu'on risque un peu de perdre cette idée de combinaison entre ces 2 aspects. Et si on perd cette combinaison, je pense à la fin on perd tout. Quand on vous lit, et surtout au départ, on se dit que vous nous laissez entre guillemets mesurer la chance que vous considérez que d'avoir eu d'arriver en politique dans un moment où l'Europe était en pleine expansion. On a l'impression d'avoir un âge d'or. C'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Non, franchement, je ne regrette rien, mais surtout, je ne regrette surtout pas le fait d'avoir quitté. Après 18 ans d'engagement politique au niveau national européen, d'avoir quitté pour choisir un engagement avec les jeunes à l'université à Paris et avec les jeunes et l'activité donc de Sciences Po et de l'engagement de l'Institut Jacques Delors. Je ne regrette pas parce que c'est exactement ce que aujourd'hui je pense est nécessaire pour l'Europe. L'Europe n'est pas seulement pour le politique. L'Europe aujourd'hui est surtout une question de éducation, de pédagogie et de vie quotidienne. Ce qu'il nous manque, c'est un discours sur l'Europe de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre qui est complètement différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si je relis aujourd'hui les livres que j'avais écrits dans mes débuts, dans mes premières activités universitaires, dans mes premières activités politiques, ce sont des livres que naturellement, je comprends la raison pour laquelle je les ai écrits. Aujourd'hui, je ne sais pas si je les écrirais avec le même langage. Parce que ce sont des livres trop techniques, trop difficiles, qui immédiatement éliminent la possibilité d'être lus et être suivis par beaucoup de monde. Ce sont des livres un excès d'exclusivité, très élitaire. Voilà, donc moi, je pense que le grand changement des dernières années, et c'est ce que j'ai appris avec les étudiants, c'est que l'Europe aujourd'hui est un sujet dans lequel il faut parler à tous, avec tous. Il faut apprendre de ce que les gens voient de l'expérience européenne. Et il faut parler d'Europe dans les valeurs de la vie quotidienne, du jour par jour. Donc voilà, j'ai voulu écrire un livre qui, à partir du titre « Faire l'Europe dans un monde de brut », c'est un titre assez provocateur. Et c'est un livre qui parle de la vie de tous les jours, qui nous dit pourquoi l'Europe est importante dans la vie de tous les jours, et pourquoi ce serait beaucoup pire si on n'avait pas l'Europe dans notre vie de tous les jours, surtout quand on regarde au futur.
Ce monde de brut, justement, il a quelques dirigeants qui ne sont pas tendres. Verity, vous revenez, on va commencer une partie qui concerne justement Trump et les hommes forts, c'est un point que vous abordez dans le livre. Verity. Alors oui, vous dédiez un chapitre entier en fait dans votre livre au président américain Donald Trump. Selon vous, quelle attitude l'Europe doit-elle prendre vis-à-vis de Trump ? Bon, c'est exactement une des brutes. Quand je pense à un monde de brutes, je pense immédiatement à Donald Trump. C'est pas seulement lui, mais naturellement, c'est la brute un peu plus inattendue, parce qu'on s'attend des brutes qui viennent d'autres pays, voilà. Mais du pays qui a été toujours le plus proche de nous, les Européens, franchement, on ne s'attendait pas. Et je parle donc de Trump, et je dis que Trump, je plaisante un peu peut-être, mais Trump, on pourrait le mettre dans le panthéon des grands fondateurs de l'Europe, avec Schuman, avec Adenauer, avec Jean Monnet, parce qu'en fait, son arrivée nous a fait comprendre un peu plus ce qu'on risque de perdre. Et donc son arrivée nous a fait comprendre que on ne peut pas plaisanter avec l'Europe. Si on perd l'Europe, on perd notre futur. Et donc l'agressivité de Trump, l'attaque de Trump à l'Europe, l'attaque de Trump à tout ce qui est intégration, la poussée de Trump en faveur de tout ce qui est séparation, le plaidoyer de Trump en faveur des murs et contre les ponts, c'est exactement le contraire de notre philosophie. Donc je vais là en disant que Trump peut-être a été essentiel, nous a fait comprendre l'importance aujourd'hui de faire l'Europe. Et comme toujours dans la vie, on comprend les choses quand on risque de les perdre. C'est pour ça que Brexit et Trump ont été si importants. Et on comprend les choses quand on a des ennemis. Peut-être définir Trump comme un ennemi, c'est trop, naturellement. Mais quand on trouve des interlocuteurs qui sont complètement différents de vous. Et alors vous regardez en vous-même et vous dites « Non, je suis autre chose ». Et je veux plaidoyer pour une politique et pour une Europe qui soit autre chose. Et justement, comment trouver, selon vous, le juste équilibre entre les soft power qui caractérisent l'Europe et l'Union européenne et ces brutes? Bon, je pense que la clé essentielle est celle de voir l'Europe dans le monde qui a changé. Quand l'Europe a été construite, l'Europe était le centre du monde. Quand on a commencé dans les années 50, 60, l'Europe était vraiment le centre du monde. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus le centre du monde. La démographie du monde a complètement changé. Je dis toujours que dans l'espace de la vie d'une personne, je suis né dans les années 60, dans ces années, quand on faisait l'Europe, nous, les Européens, on était 1 sur 6 des citoyens du monde. Le monde était composé aux alentours de 3 milliards de personnes. Et nous, les Européens, on était 1 sur 6, aux alentours de 500 millions. Et quand ma génération va quitter cette terre, ce monde va être peuplé de 10 milliards de gens. Et nous, les Européens, on va être encore 500 millions, autour de 500 millions. Donc, on va être 1 sur 20. Et être 1 sur 6 dans le monde, ou être 1 sur 20, ça change complètement la donne. Ça nous fait comprendre que l'Europe de demain sera une Europe qui ne sera plus le centre du monde et donc qui ne peut pas être automatiquement influente parce qu'elle est le centre du monde comme elle était au début. Elle doit trouver son importance aussi dans la dimension. C'est pour ça qu'il faut être ensemble, unis. Seulement unis, on va être écoutés par les autres. Si on est tous divisés, dans quelques années, les grandes puissances du monde, les grandes puissances à 1 milliard de gens, la Chine, l'Inde et les grandes puissances comme les États-Unis ou d'autres, vont nous regarder avec intérêt. Bon, on vient toujours avec plaisir à Paris, à Rome, à Pompéi ou à tous les très beaux espaces qu'on a en Europe, mais ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Ils vont nous prendre au sérieux seulement si nous sommes unis. Alors, ils vont nous prendre au sérieux, et quand je dis prendre au sérieux, je dis sur les grands sujets de notre vie,
de la vie de nos enfants, les règles de l'environnement, les règles du commerce, les questions des droits, les questions démocratiques, donc les grandes valeurs. Voilà, c'est, je pense, là, le point essentiel et le point qui est lié au futur. Et pensez-vous que l'Europe et les États-Unis peuvent retisser des liens plus étroits après le mandat de Trump, et comment ? Naturellement, j'espère, parce que c'est essentiel. Et je crois qu'un beau signal est venu de la question du climat, de l'environnement. Parce que Trump a fait sortir les États-Unis de la conférence de Paris, la fameuse COP 21, qui est très importante, dans laquelle on a une feuille de route fondamentale pour le futur. Et il pensait de sortir et d'être le premier d'une longue liste. Il est resté seul, c'est-à-dire personne d'autre n'est sorti de ces accords parce que l'Europe unie est très attractive et aujourd'hui les autres grands pays du monde ont décidé de faire confiance à l'Europe sur la question de l'environnement. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'une grande partie de son propre pays, les États-Unis, a décidé de trouver la façon de rester dans les accords. Les plus grandes villes des États-Unis ont annoncé qu'elles vont faire partie de ces accords. Les grandes entreprises américaines, la même chose. Donc, à la fin, ça démontre, je pense, l'isolement de Trump. Trump est fort dans sa constituency, dans ses supporters, mais ses supporters, c'est pas la majorité des États-Unis. Ça n'a jamais été la majorité des États-Unis. Il a gagné, on le sait très bien, parce qu'il a pris plus de votes de grands électeurs. Mais même en termes de vote absolu, il n'a pas eu la majorité des électeurs, de ceux qui votaient aux États-Unis. Donc, à la fin, je suis convaincu que son mandat va se terminer, j'espère, va se terminer le plus rapidement que possible, et il va se terminer mal. C'est-à-dire que il ne sera jamais réélu parce qu'il est en train de mener les États-Unis sur une ligne qui est une ligne dans laquelle la plupart des Américains ne se retrouvent pas. Et je suis donc convaincu que l'Europe, en menant cette bataille contre ces grands enjeux, ces politiques que Trump mène, peut retrouver le rapport avec le grand peuple américain. Et vous semblez favorable à ce que l'Union européenne soit chaperonnée par la France et l'Allemagne. Je vous cite à la page 112 de votre livre « Faire l'Europe dans un monde brut ». Vous écrivez « Il y a matière à une grande initiative franco-allemande ». Vous précisez juste après que ce leadership franco-allemand ne doit pas être exclusif, mais partagé. Mais vous vous incitez vraiment sur ce couple franco-allemand, et j'aurais aimé savoir pourquoi il était si important à vos yeux. Vous savez, j'ai été très critiqué dans mon propre pays pour ces propos, parce qu'on me dit un Italien ne peut pas dire ça. Un Italien doit dire qu'il faut pas le couple, mais le trio, donc avec l'Italie aussi. Et moi, je dis que je suis pour un leadership partagé en Europe, donc je ne pense pas que France et Allemagne tout seuls peuvent faire quelque chose, mais je vous dis pourquoi je pense que la France aujourd'hui a un rôle très important à côté de l'Allemagne. Parce que dans les 10 années de la crise, donc après 2007-2008, pour des raisons compréhensibles, l'Allemagne a joué un rôle prédominant en Europe. Et ce rôle prédominant en Europe est devenu un problème pour le reste d'Europe. Et les Allemands le savent très bien. Toutes les fois que j'ai pu parler avec les grands dirigeants allemands, Angela Merkel et Martin Schulz en tête, j'ai toujours compris que c'était eux les premiers qui savaient que l'Allemagne doit avoir un leadership partagé, pas une prédominance, une hégémonie, parce que ça crée du rejet dans le reste d'Europe. C'est ce qui s'est passé. Si vous parlez aujourd'hui au peuple grec ou au peuple italien dans l'Europe du Sud, il y a un mixed feeling, une idée très très complexe sur le rôle de l'Allemagne en Europe. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui le rôle de la France est très important, parce que la France à la fin est le seul pays, pour des raisons historiques, qui peut convaincre l'Allemagne et peut rééquilibrer l'Allemagne en Europe. Tout ça est possible parce que, à la fin, une des choses meilleures de l'Europe a été l'entente franco-allemande pendant les dernières 70 années.
entre France et Allemagne, il y a aujourd'hui des échanges tels, disons, au cœur de la vie de ces deux peuples, que je pense qu'à la fin, l'Allemagne peut accepter un rééquilibrage seulement s'il est fait par les Français. C'est pour ça que je crois que la ligne et ce que Macron est en train de faire est très utile, très important. Et je pense qu'à la fin, ce sont les Allemands même qui demandent ça. Parce qu'ils savent très bien qu'une Europe allemande centrique est une Europe qui ne va pas marcher. Et c'est pour ça que j'espère que cette initiative franco-allemande, avec cette idée que ce soit une initiative inclusive, partagée, puisse marcher. C'est pour ça qu'on est au tournant de l'histoire, et vraiment dans ces heures, dans ces jours, parce que le fait qu'en Allemagne, il puisse faire un gouvernement, et donc qu'on puisse avoir un gouvernement rapidement, et que ce gouvernement puisse, dans cette année 2018, avec la France, avec les autres pays, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, lancer des réformes et ce qui est nécessaire pour l'Europe pour sortir de cette difficulté dans laquelle on est. Naturellement, si en Allemagne, il ne faisait pas un gouvernement dans les prochaines semaines, et s'il y avait à nouveau des élections, je pense que ce serait un désastre pour l'Europe. Je le dis très franchement. Je ne suis jamais pessimiste. Là, je serais pessimiste. Si en Allemagne, il serait obligé de passer l'année 2018 dans une nouvelle campagne électorale, dans de nouvelles élections, et donc passer l'année avec l'Europe qui ne peut rien faire en attente des élections allemandes, là je deviens pessimiste. On va aborder une partie qui touche en gros aux réformes, ou à ce qu'il faudrait faire bouger en Europe. Mais juste avant, vu qu'on parlait de la France, vous dites, de fait, la sortie prévue du Royaume-Uni accentue ce rôle spécifique de la France. Elle se retrouve dans une position de responsabilité unique sur le continent. Avec le Brexit, la France est en passe de devenir le seul pays à occuper un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le seul de l'Union européenne à détenir l'arme nucléaire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un certain paradoxe à voir justement la France, qui n'a pas eu ces derniers temps un grand amour pour l'Europe, que ce soit de la part des citoyens, même parfois de ses politiques, se retrouver avec une telle responsabilité derrière? Oui, ça peut se sentir comme ça peut sembler un contresens, mais ce n'est pas ça, parce que à la fin, la France a eu une élection présidentielle qui a été centrée sur l'Europe. Parce que, pour les hasards de l'histoire, dans le deuxième tour de la présidentielle, il y a eu le alpha et l'oméga de l'idée de l'Europe. Il y a eu une idée très pro-européenne, qui était celle du président qui, à la fin, a gagné, Emmanuel Macron. Contre lui, il y avait Marine Le Pen, qui était exactement, et qui est encore aujourd'hui, le leader en Europe d'une idée souverainiste. Donc, d'une idée qui veut bloquer l'intégration européenne et qui veut l'Europe seulement comme une confédération entre États complètement souverains et indépendants. Quitte à faire aussi tout le pasticcio qu'elle a fait sur la question de participer à l'euro, ne pas participer, être dedans, dehors et tout ça. Comme si c'était un club dans lequel vous pouvez décider un dimanche de participer à une balade en cyclo ou ne pas y aller. Avoir une monnaie ou en avoir une autre, c'est constitutif de la vie, de l'épargne des familles et de tout le reste. Donc, à la fin, oui, les Français ont tranché avec le vote du deuxième tour de la présidentielle. Et ils ont tranché, et c'est pour ça que je trouve que le rôle de la France aujourd'hui est vraiment important, parce que, en fait, ce que je disais sur la relation entre la France et l'Allemagne peut être complété avec ce que vous venez de citer sur la question du Royaume-Uni, du Brexit. C'est-à-dire que le fait qu'il y a 5 pays dans le monde qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec le droit de veto, 5 pays qui ont l'arme nucléaire, des pays qui ont un engagement traditionnel dans la sécurité et défense et une proactivité comme seule la France aujourd'hui là parmi les 27, font en sorte que, et j'ajoute, dans le moment où Trump dit vous vous débrouillez tout seul, c'est fini avec le parapluie américain. Donc la question défense, sécurité pour l'Europe devient centrale. Eh bien, c'est naturel que la France voit monter son rôle. Naturellement, c'est pas seulement
disons, une question d'applaudissement, hein. C'est une question de responsabilité aussi, parce que la France, par exemple, doit comprendre que son rôle au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que membre permanent, ce n'est pas une promenade qu'elle fait toute seule. C'est un rôle qu'elle doit partager de plus en plus avec les autres 27. C'est le siège européen de plus en plus. Et donc, ce n'est pas seulement une aventure individuelle, ce sont des responsabilités, mais il est vrai que pour la France, il s'ouvre une période de grand intérêt européen. Dans votre livre, vous parlez justement de l'Europe de défense face à ce monde de brut. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une défense européenne? Il y a déjà l'OTAN, alliance à laquelle appartiennent 22 États membres de l'UE sur les 28. Oui, c'est vrai. Mais quand je vous dis qu'à l'OTAN, il y a aussi la Turquie et les États-Unis, donc dans les réunions de sommet de l'OTAN, vous devez trouver un accord avec Erdogan, avec Trump, les choses changent. Et je suis plus à l'aise en tant que citoyen européen en sachant qu'on est au niveau européen capable de mener des opérations, capable de gérer la sécurité dans la Méditerranée et sur nos frontières, capable de gérer les flux migratoires, capable de gérer tout ça à nous, seuls. Naturellement, il y a l'OTAN. Et je pense que c'est très bien qu'il y ait cette alliance et il faut tenir cette alliance. Mais il y a des moments, comme le moment qu'on est en train de vivre, dans lequel peut-être il faut 2 niveaux. On reviendra tout à l'heure sur la crise migratoire. On va passer à l'euro parce que bien évidemment, quand vous écrivez là-dessus, sur l'Europe aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas en parler. Laetitia. Oui, qu'apporterait à l'Europe un ministre du Travail de la zone euro doté d'une inspection européenne du travail? Bon, je pense que le fait d'avoir une monnaie unique devrait pousser à tirer des conséquences sur les autres aspects de cette union économique et monétaire. En vérité, on a fait l'union économique et monétaire, mais on l'a fait un peu déséquilibrée. C'est-à-dire, on a fait une union avec un petit E économique, avec un petit E, et un grand M monétaire. Donc, toute la partie monétaire marche très bien. Elle a marché. On a une banque centrale européenne qui est menée par un grand Européen comme Mario Draghi, qui a vraiment sauvé l'Europe. Donc, la partie monétaire marche assez bien. En vérité, c'est la partie économique qui ne marche pas bien. Quand je parle de partie économique, j'étends le sujet aussi aux questions sociales dont vous parliez. Et je pense donc que le but du futur, les grands enjeux vers lesquels on va, sont des enjeux qui sont liés exactement à comment compléter cette partie économique et sociale. Vous parliez de travail, il y a tous les aspects liés au social, au travail, les aspects liés au marché unique, à la compétitivité, au fait qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi on se trouve dans une Europe dans laquelle on a la même monnaie et on a 27 marchés séparés quand on parle de télécom, quand on parle de banque, de assurance, et c'est très compliqué de passer les frontières dans tout ça, et à la fin, à nous les consommateurs, ça nous gêne beaucoup, ça nous fait perdre un tas de temps, un tas d'argent, et ça ne donne pas la possibilité aux Européens de tirer tout le profit possible du fait d'être tous ensemble. Prenez un sujet, la question de l'impôt. Au niveau européen, on a la même monnaie, mais on a 27 systèmes d'impôts totalement différents. Si vous voulez faire une activité économique, vous êtes une petite et moyenne entreprise, vous faites votre travail et vous vendez vos produits en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, en Finlande, vous avez besoin de payer un tas d'argent pour des consultants fiscaux, des impôts qui vous aident à changer de système d'impôt d'un pays à l'autre parce que la situation est totalement différente. Imaginez-vous ce que ce serait positif de l'Europe si on avait une fiscalité unique. Par exemple, on pourrait commencer par la petite et moyenne entreprise parmi les pays membres, de façon que
Vous faites votre activité, vous vendez vos services, vos produits, mais vous le faites sans besoin de changer d'impôts, de fiscalité d'un pays à l'autre, comme il se passe aujourd'hui. C'est un petit exemple de comment rendre l'Europe plus utile, positive aux yeux des gens. Et selon vous, Enrico Letta, l'Europe risque-t-elle d'être confrontée à une nouvelle crise de l'euro et que peut-elle faire pour être parée contre une nouvelle crise ? Vous savez, la crise de l'euro, on l'a appelée crise de l'euro, mais en vérité, ce n'était pas une crise de l'euro. C'était une crise, c'était comme une maladie qui nous arrive, un virus qui nous arrive de l'extérieur. On a passé des années terribles, la France moins que l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, mais on a passé, ou l'Irlande, on a passé des années terribles de 2008 à 2013-14 parce qu'un virus est arrivé de l'étranger. Donc, dans ce monde mondialisé, il faut savoir qu'il y a des virus qui peuvent arriver. Et ce sont des virus qui sont financiers, économiques. Il faut se protéger. Mais pour se protéger, il faut faire exactement ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait pendant la période de la crise de 2008-2012. On n'avait pas les outils. Quand le virus est arrivé des États-Unis, vous vous rappelez, c'était la crise des subprimes. Donc, les maisons, les prêts pour les maisons et tout ça, aux États-Unis. Et tout ça a balayé l'Europe. On n'avait pas les outils pour trouver des solutions à une crise. C'est exactement comme un virus qui arrive et vous n'avez pas d'antidote. On n'avait pas d'antidote. Et on s'est trouvé dans une situation dans laquelle, par exemple, le premier pays qui a chuté, c'était, vous vous rappelez, en 2009, l'Irlande. C'était le pays le plus exposé du point de vue financier, un pays avec une économie très financiarisée. Donc c'était le pays le plus faible de ce point de vue à un virus qui arrivait de la finance américaine. On n'avait pas d'outils en Europe. On a dû faire appel au Fonds monétaire international qui est venu de New York pour aider à résoudre un problème d'un pays européen. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait parmi nous, puisqu'on est ensemble, on a la même monnaie, des instruments pour trouver rapidement si une région d'Italie, de France, d'Espagne a une difficulté économique pour un tremblement de terre, pour une crise soudaine qui arrive dans son territoire. Le reste des régions et le reste du pays l'aident pour sortir de cette situation de difficulté. Donc on a des systèmes de solidarité qui interviennent. Bon, alors il faut faire le même au niveau européen. Parce qu'une fois, c'est l'Irlande, une autre fois, ça peut être l'Allemagne, une autre fois, ça peut être la Finlande, la Roumanie, l'Italie. Bon, alors, il est naturel qu'il y ait ces systèmes de solidarité. Ces systèmes ont été bâtis pendant la crise, mais il faut les compléter. Et comme disait le président Kennedy, le fameux président Kennedy, il disait une phrase qui est super. Il expliquait que le toit de votre maison, il faut le réparer quand il y a le beau temps. Mais quand il y a le beau temps, la première chose que vous avez en tête, c'est pas celle de réparer le toit. Parce que vous voyez le beau temps, donc vous vous dites, bon, je profite du beau temps. Quand il y a l'ouragan, la tempête, la pluie et tout ça, vous ne pouvez pas, dans ce moment-là, réparer le toit. Et vous vous dites, oh, si je l'avais réparé quand le temps était beau. Bon, maintenant, le temps est un peu plus beau par rapport à la situation économique et financière de ce qu'il était il y a 3, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est le moment de réparer le toit pour éviter qu'une prochaine tempête, je répète, j'espère qu'elle ne va jamais arriver. J'espère qu'elle ne va jamais arriver. Mais j'en sais rien. Personne n'en sait rien. Il peut y avoir un virus financier qui arrive de Chine, qui arrive du Brésil, qui arrive, je ne sais pas d'où. Et s'il arrive, il faut avoir des instruments, des outils, et il faut que le toit soit réparé. Une autre crise qui a affecté, ou en tout cas bien immobilisé l'Union européenne, c'est certainement le Brexit, le choix des Anglais de nous quitter. Vous dites, la guerre en Syrie a entraîné la sortie de la Grande-Bretagne ? Il faut avoir quand même un sacré recul pour arriver à la conclusion suivante. Oui, ça semble un peu une provocation, mais je pense qu'à la fin, il y a une vérité dans tout ça. Il y a une séquence de faits qui nous fait comprendre que dans le temps
dans lequel on vit, dans lequel tout est immédiat, tout se passe tout de suite. On voit une chose qui se passe, on se demande quelle est la cause il y a 2 minutes. En vérité, dans la vie, comme dans l'histoire, les événements ont des séquences et des éléments de cause à effet qui ont des temps de gestation beaucoup plus longs. Par exemple, moi je dis que la crise des réfugiés syriens a été une des causes clés du Brexit. Pourquoi ? Parce que dans la même période de la campagne électorale pour le référendum, donc 15-16, il y a eu le pic, le moment le plus haut de la crise des réfugiés. En 2015, les réfugiés syriens sont venus, ils ont ouvert la porte des Balkans pour arriver en Allemagne. Il y a eu la grande crise, l'accord avec la Turquie. Ils arrivaient soit par terre, soit par bateau, et ils étaient beaucoup. Parce que il faut se rappeler toujours les chiffres. Le tournevis, là, je reviens au tournevis DeLorean. Il faut toujours avoir les chiffres en tête parce que c'est la clé pour comprendre les choses. La Syrie, c'est un pays de 22 millions de gens. Une guerre civile terrible, 7 millions qui se sont enfuis. De ces 7 millions, il y en a eu 1,5 million qui allaient au Liban, le pays voisin. Un autre 1,5 million qui allait en Jordanie, l'autre pays voisin. Et notez que ces 2 pays, c'est des pays de 4, 5, 6 millions de gens. Donc imaginez-vous ce que ça veut dire que 1/3 de votre population entre en tant que réfugiés dans votre pays. Ce sont des chiffres incroyables. C'est comme si 20 millions de gens entraient en Italie ou en France. Donc cette partie pour Jordanie et Liban, 3 millions sont allés en Turquie, qui est beaucoup plus grand, avec un territoire beaucoup plus grand, capable d'absorber, et 1 million est venu en Europe. Parmi nous, les 500 millions de citoyens européens. On a eu un tas de difficultés, on connaît très bien l'histoire, mais à la fin, la question clé, c'est que l'incapacité des pays européens de gérer ce flux de 1 million de réfugiés syriens, auxquels on a ajouté naturellement les réfugiés qui venaient de Irak, Afghanistan, les 3 ensemble, c'était une grande partie. Et puis d'autres aussi qui se sont ajoutés, et quelques-uns étaient des réfugiés, d'autres c'était simplement des migrants pour des raisons économiques qui cherchaient à se faire passer pour réfugiés. Ça a été un des problèmes. C'est pour ça que je dis toujours il faut séparer les 2 sujets, les réfugiés pour des raisons politiques et les migrants pour des raisons économiques. Mais le point, je retourne au point, les Britanniques, les électeurs britanniques, dans le moment où ils décidaient si rester en Europe ou sortir, ont vu le chaos total en Europe sur la question des réfugiés. Ils ont vu les images de Lesbos, de Lampedusa, de Cologne. Ils ont vu l'image de la jungle de Calais, qui, de mon point de vue, a joué un rôle terrible là-dessus. Et donc, ça a été une des poussées à se dire on n'en veut pas de ça. On préfère de rester isolé de ce chaos. Et je pense, ce sont les sondages qui le disent, que la question migratoire a été considérée par les Britanniques comme un des éléments qui les ont poussés à sortir. Et puisque la question migratoire a été causée surtout par cette crise syrienne, eh bien la crise syrienne a échappé à toute solution en 2013, quand le Parlement britannique a décidé de ne pas donner le feu vert au gouvernement britannique pour une intervention avec les Français et les Américains pour résoudre le problème. Et le Parlement britannique n'a pas voulu donner cette autorisation au gouvernement, et après cette décision, les Français et les Américains ont décidé de ne pas y aller. Et donc, après ça, il y a eu l'explosion de la crise. Les Britanniques ont décidé ça à cause de l'Irak. Parce qu'ils avaient encore en tête ce qu'il s'était passé en 2003 quand le gouvernement britannique les avait menés dans une guerre qu'ils ne voulaient pas faire et qui a été une des causes à la fin de la mort de centaines de soldats britanniques, et une des choses sur lesquelles l'opinion publique britannique est restée très frappée, soit de droite, soit de gauche. Donc à la fin,
le point et la séquence, elle est compliquée, longue, pardon j'ai été trop long, mais c'est un point essentiel à comprendre. Et c'est un peu, j'emploie cet exemple pour dire aussi une chose. Dans le monde d'aujourd'hui, comme dans le monde d'hier, il n'y a pas de solution à 140 caractères. C'est très facile de faire un tweet, très facile de dire une chose comme ça, paf, un tweet. Mais dans 140 caractères, vous n'êtes pas en condition d'expliquer et d'entrer dans les détails de choses qui sont la cause des grands phénomènes qu'on a devant nous. Et donc on pense que c'est autre chose. Et ce n'est pas ça à la fin. Et ne trouvez-vous pas scandaleux que l'Union ait signé un accord avec la Turquie pour, en guillemets, se débarrasser des exilés qui arrivent sur son territoire, donc sachant que la Turquie a tous les traits d'un pays autoritaire, que deviennent les exilés qu'on lui envoie? Je suis parmi ceux qui a critiqué cet accord. Cet accord a été négocié, géré dans la foulée, dans une situation terrible en Allemagne, en Autriche, en Hongrie. C'était vraiment une situation d'urgence, donc je comprends aussi les raisons pour lesquelles les leaders européens ont dû faire ça. Mais à la fin, c'est un très mauvais message que l'on lance. Donc je partage votre point et j'espère que l'Europe se dote d'outils pour gérer les grands défis, challenge migratoire avec des outils qui puissent marcher et qui ne soient pas à la fin des accords comme ça. Et ne pensez-vous pas que l'Europe devrait davantage investir dans une politique d'intégration plutôt que dans une politique sécuritaire à ce titre? Ben oui, naturellement. Vous savez, il y a en plus un sujet qui est le sujet de long terme. Nos pays sont en train de vieillir. On n'en parle jamais de ça. L'Allemagne va perdre dans les prochains 20 ans le 25% de sa force de travail. L'Italie un peu moins, mais on est sur des chiffres pareils. La démographie de nos pays, la France moins des autres, mais les autres pays européens, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, l'Hongrie, les pays de l'Est, on est tous avec des populations vieillissantes. Donc si on regarde le long terme, on a une seule possibilité de redresser tout ça, c'est-à-dire d'intégrer des gens qui viennent de l'extérieur. Comme on l'a toujours fait. On est dans un pays, la France. Là, je suis vraiment frappé parce qu'en vivant aujourd'hui à Paris, en France, en voyageant pour la France, en vivant dans l'université à Sciences Po et en vivant dans beaucoup d'activités qui se passent en France, je travaille avec des gens qui ont des noms qui ne sont pas Dupont ou qui sont des noms clairement issus de migration du passé. Et la France a été toujours capable d'intégrer et de tirer le meilleur de tout ça, de faire en sorte que ces migrations ont apporté davantage, parce que l'intégration a été très positive. Je rencontre combien de gens en France qui ont un nom italien. Les différentes migrations italiennes en France pendant le dernier siècle, ce sont des Français aujourd'hui, complètement français. Mais ça veut dire que ça a marché dans le passé. Et si ça a marché dans le passé, pourquoi ça ne peut pas marcher aujourd'hui? Et en plus, j'ajoute, on parle d'invasion, mais ce n'est pas une invasion. Les chiffres dont on parle en termes de migration sont des chiffres qui sont absolument comparables à celles du passé. La question est celle des images. On voit les images à la télévision et on a l'impression qu'il y a une invasion par bateau. Alors qu'on sait tous très bien qu'en plus, peut-être le 80% des immigrés arrivent non pas par bateau, mais arrivent avec des visas touristiques par avion, par train, et puis il reste après que le visa se termine. Et donc à la fin, cette perception, ces images, j'ai été frappé, je parle là de mon propre pays, de voir un sondage d'opinion dans lequel, en Italie, on a demandé aux gens combien de gens professent la religion de l'islam en Italie, parmi les 60 millions d'Italiens.
Et la réaction à ce sondage fait par Ipsos, donc les meilleurs qui puissent faire ce travail, a été celle de dire en Italie, le 20% de la population suit l'islam. Alors qu'en réalité, c'est le 3%. Quand il y a un gap, un creux, une différence, un décalage entre 20% et 3%, 20%, c'est énorme par rapport à la réalité, 3%. Donc ça veut dire qu'on a une idée complètement décalée de la réalité. C'est très difficile de mener de politiques efficaces avec un décalage si important. Vous l'écrivez dans votre livre et vous l'avez dit tout à l'heure, l'UE doit mieux anticiper les crises à l'avenir. Alors, anticipe-t-elle des déplacements de population liés au réchauffement climatique ? Oui, on sait très bien aujourd'hui que le réchauffement climatique est une des raisons pour lesquelles les migrations ont lieu. Les chiffres sont assez importants. Les migrations, ce sont des migrations de mobilité des gens, des migrations liées à des guerres, la guerre en Syrie, Irak, Afghanistan, des migrations liées à la pauvreté. C'est l'autre grand sujet. Mais on a ce nouveau sujet, c'est la question du réchauffement climatique. C'est pour ça que, premièrement, il faut combattre contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que Trump a tort, complètement tort. Et c'est pour ça que l'Europe, la COP21, on doit continuer là-dessus. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut travailler avec les organisations internationales sur le sujet des migrations pour le réchauffement climatique. Et là aussi, je reviens au rôle du multilatéral. Trump est aussi là qui combat contre l'ONU et contre les organisations multilatérales. Il dit qu'il faut faire tous au bilatéral ou à l'unilatéral. Là, je suis contre. Ces sujets, ce sont des sujets qui ont besoin de spécialistes, d'accords entre les pays, de comprendre comment aider des peuples qui doivent quitter leur pays et aller et émigrer à cause de réchauffement climatique. C'est quelque chose de super important de le faire avec les outils, les bons outils, et de trouver donc les bonnes solutions partagées. Que pensez-vous de l'attention qui sera portée aux Balkans occidentaux pendant le mandat de la Bulgarie à la tête de l'Union européenne ? Donc la Bulgarie aujourd'hui préside le semestre de l'Union européenne. C'est la première fois. C'est une grande première. On va voir ce que ça va donner. Mais je suis parmi ceux qui pensent que pour voir le futur, connaître le présent, il faut toujours avoir un peu le sens de l'histoire. Et je suis parmi ceux qui pensent qu'aujourd'hui, avec ce présentisme dans lequel on parle toujours au présent, on ne veut jamais savoir ce qui s'est passé, on parle de l'histoire comme quelque chose, du passé inutile. Bon, c'est pas ça. On doit toujours tirer les leçons de l'histoire. Pourquoi je dis ça ? Sur votre question sur les Balkans. Parce que les Balkans ont été toujours la cause de toutes les grandes guerres en Europe, de toutes les grandes instabilités européennes. Donc, stabiliser les Balkans, ce n'est pas un acte comme ça, un petit cadeau qu'on fait à quelqu'un. C'est essentiel pour nous tous. Le fait que les Balkans, aujourd'hui même, ne soient pas encore stabilisés, le fait que quand on parle de Bosnie, on parle encore d'un pays dans lequel on est resté il y a 20 ans. La chose n'a pas évolué par rapport aux accords de la fin de la guerre terrible qu'on a vécu pendant les années 90. Je me dis donc que l'Europe doit se pencher sur les Balkans. Et je le dis, ce n'est pas seulement une question de générosité, c'est une question aussi d'intérêt. Si on ne crée pas les conditions pour que ces parties d'Europe vivent, se stabilisent, prospèrent, on aura toujours des gens qui vont fuir, on aura toujours de l'instabilité et on aura un manque d'état de droit qui, à la fin, va devenir négatif pour nous tous aussi. Donc, à la fin, je dis que bienvenue une présidence européenne qui pousse nous tous à trouver la façon de stabiliser les Balkans. On a beaucoup parlé d'Europe jusque-là, Enrico Letta. Paradoxalement, on n'a quasiment pas parlé de Bruxelles. Le mot Bruxelles n'est quasiment pas venu jusque-là dans la discussion. Dans votre ouvrage, vous dites que vous souhaitez débruxelliser. Vous pouvez un petit peu nous expliquer cette notion ?
Bon, c'est un peu pour ça que je ne parle jamais de Bruxelles. Parce que je pense qu'un des problèmes européens, c'est qu'on a ce Bruxelles-centrisme. On dit dans les discussions, dans la politique, dans les médias, Bruxelles a dit, Bruxelles a décidé, Bruxelles est contre ça, Bruxelles est en faveur de ça. On donne comme ça l'idée aux gens qu'on est dans un super-État qui a Bruxelles comme capitale. Alors là, c'est une idée fausse, de mon point de vue, de l'idée que j'ai de l'Europe. C'est une idée qu'il faut absolument abattre. Parce qu'avec cette idée, on risque vraiment la catastrophe. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Europe, comme le dit toujours Jacques Delors, est une fédération d'États-nations. Donc c'est une fédération, oui, mais il faut savoir et comprendre qu'on ne peut pas effacer avec comme ça un coup de éponge les 27 identités nationales. Et donc ces identités nationales trouvent leur intégration au niveau européen. Moi, je me dis italien. Si vous me dites qui êtes-vous, bon, je suis un Italien, si je dois le dire en un mot. Mais je sens qu'il me manque quelque chose, parce que, premièrement, je suis italien, oui, mais je suis toscan aussi. Et pour moi, être toscan, c'est beaucoup mieux qu'être sicilien ou lombard. Mais si vous me dites la Toscane, vous me dites Florence, oui, je vous dis Florence, mais je vous dis aussi Pise, qui est ma ville. J'aime beaucoup plus Pise que Florence. Donc, vous voyez l'identité. Mais j'ajoute que je suis européen. Donc, j'ai déjà dit que mon identité territoriale, historique, est liée à 4 niveaux. Ma ville, ma région, mon pays, mais aussi l'Europe. Et c'est pour ça que je dis que l'Europe est une des idées les plus modernes. Pour une raison très simple. Dans ce monde connecté, dans ce monde de la mobilité, dans lequel on voyage, on travaille dans un autre pays, on travaille avec des gens, le tourisme, l'Internet et tout ça, l'Europe est une façon de nous donner une identité multiple dans un monde dans lequel on a besoin d'identités multiples, de ne pas se définir seulement avec un mot, parce qu'on est pluri-identitaire. Mais dans cette pluri-identité, je pense que celle qui est nationale reste importante. C'est pour ça que je crois à la fin à une Europe qui est plusieurs capitales, qui n'est pas seulement Bruxelles comme capitale de tout. Et c'est aussi une façon de battre aujourd'hui un des sujets les plus importants. Vous savez, aujourd'hui les gens votent et il y a ce décalage entre les périphéries et la capitale. Prenez les États-Unis. Je suis resté frappé quand j'ai vu les chiffres du vote dans la capitale. Le vote pour les élections américaines dans la capitale, Washington, D.C., la candidate qui a perdu, Hillary Clinton, a touché 93% des votes. Et Trump a touché 7% des votes. C'est incroyable. Ça donne l'idée de ce que ça veut dire un décalage entre une capitale et le reste du pays. Donc, l'idée que l'Europe soit pas comme ça, soit pluricapitale. Donc, il y a Bruxelles, oui, mais qu'il y a aussi Strasbourg, Luxembourg, Francfort et les autres villes dans lesquelles le siège d'institutions européennes puissent vivre, est, de mon point de vue, un point essentiel de l'identité européenne, de ce que est l'Europe pour chacun d'entre nous. Moi, je voulais justement poser une question concernant le livre. Pourquoi, tout d'abord, le choix d'un livre pour propager vos idées? Pensez-vous pouvoir ainsi vraiment atteindre votre public? Et surtout, quel est le public auquel vous voulez vous adresser? Le livre est, je pense aujourd'hui, est un outil qui est le plus utile parce que c'est la façon de rencontrer les gens. Donc le livre est une façon pour parler avec les gens. Je suis en train de faire un espèce de tour de Gaulle qui me fait connaître beaucoup d'endroits très beaux de la France, mais qui me fait discuter avec des centaines de gens autour de ces discours et de ces questions. Mais surtout, c'est intéressant parce que j'ai eu la possibilité de le traduire dans d'autres langues, naturellement dans la langue de mon pays, l'Italie, mais aussi en Espagne. Et cette période en Espagne, c'est une période très intéressante avec tout ce qui passe en Catalogne et tout le reste. Mais le livre vient de sortir aussi en Pologne,
Et donc je vais aller en Pologne et je vais passer quelques temps en Pologne pour discuter avec le public polonais. Et la Pologne aujourd'hui est un pays vraiment c'est un pays intéressant en Europe, avec les positions qu'ils sont en train de prendre. Donc voilà, c'est une occasion de discuter, de débattre, de faire parler les gens, de dire la mienne et d'écouter aussi. Dans ces débats, j'écoute beaucoup et je tire beaucoup de profit de cette écoute. En deux mots, vous déclarez que la faiblesse de la société civile européenne est aussi due à l'absence des médias européens. Nous sommes au cœur aujourd'hui d'un média qui s'engage dans le message d'intégration européenne. Comment promouvoir la création donc de ces typologies des médias ? Bon, écoutez, je suis naturellement ravi d'être ici. EuroRadio Nantes est un exemple qu'on devrait faire connaître davantage dans toute l'Europe, et surtout ça devrait être un modèle. Et donc je suis vraiment ravi d'avoir la possibilité de visiter Nantes et cette radio fantastique avec le travail qu'avec les jeunes européens cette radio est en train de faire. J'ai toujours été touché par un point. Quand à Bruxelles ou dans d'autres capitales européennes, on doit dire quelque chose sur l'Europe, on le dit dans le journal le plus lu dans les lieux européens. Le journal hebdomadaire, c'est l'Economist, et le journal daily de tous les jours, c'est le Financial Times. Ce sont deux journaux en langue anglaise, édités tous les deux à Londres, qui sortent maintenant de l'Europe. Je trouve ça c'est une contradiction incroyable, mais qui nous donne l'idée de ce que c'est aujourd'hui le problème de l'espace média, le rôle de la langue, naturellement, et le fait donc qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler avec des incitations publiques, mais avec aussi de l'initiative privée, parce qu'il y a un marché, un intérêt et un grand débat public européen. Et j'espère, je pense, que donc ce qui est en train de se passer, même le Brexit va aider, peut-être. Il faut qu'il y ait cette montée d'un lieu de médias européens. Et j'espère aussi que ce genre de livre, édité dans beaucoup de langues, qui me donne la possibilité de discuter dans beaucoup de pays, puisse être aussi un plaidoyer pour rejoindre de tels objectifs. Enrico Letta, juste pour terminer, dans les 40 secondes qui nous restent, peut-être un mot sur les consultations citoyennes que souhaite lancer Emmanuel Macron. On vient de parler de médias européens. Est-ce que vous pensez que c'est une autre façon d'amener la parole européenne, ou en tout cas de la diffuser ? Oui, absolument, je soutiens cet exercice. Je pense que celle de Macron a été une bonne idée. Et c'est l'idée de dire il faut qu'on en parle, parce que ce n'est pas vrai que les gens ne veulent pas parler d'Europe. Les gens veulent comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que, je le dis très franchement, moi je ne suis pas parmi ceux qui disent l'Europe c'est le paradis. Non, c'est pas le paradis. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais ce que je veux tenir, c'est l'idée de l'intégration européenne. Parce que sortir, c'est, comme les Britanniques l'ont fait, la faute la plus colossale qu'un pays peut faire. Les Britanniques sont sortis, ils vont être plus petits dans un monde qui devient de plus en plus grand. Ils vont être moins influents, moins attractifs, et c'est un désastre, parce que je pense que le rôle du Royaume-Uni en Europe a été un rôle très important. J'étais témoin, protagoniste de ce rôle, qui a été complètement effacé de la campagne électorale du Brexit. On a parlé seulement de participer ou pas à une autre enceinte. Je témoigne le fait que le Royaume-Uni a joué un rôle positif en Europe. C'était pas seulement le rôle de ceux qui disaient non. Ils ont aidé l'Europe à être plus compétitive, avec un peu moins de bureaucratie. Ça aurait été pire, peut-être, sans eux. Avec une attention globale beaucoup plus importante, mais en sortant, ils vont être plus faibles. Et les nouvelles générations de leur pays vont payer tout ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut en parler de ces sujets, il faut parler des enjeux très concrets, il faut le faire. Votre radio donne cette possibilité, et les gens de Nantes ont de la chance. Franchement, ils ont de la chance.
Merci beaucoup Enrico Letta d'avoir partagé avec nous cette heure passée ensemble. Merci à la rédaction pour l'ensemble des questions. Vous écoutez le 100.3, il est très exactement 18h.